invitation et pour votre accueil. C'est vrai que le travail à l'épreuve du management, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail? Et pourquoi il y a une question qui est comment se fait-il qu'alors que les conditions objectives de travail se sont plutôt améliorées depuis un siècle, vous avez tous vu le film Germinal, qui décrivait ce travail dans les mines, dans les usines. Vous avez vu Charlie Chaplin, les temps modernes. Donc le travail s'est plutôt amélioré objectivement, et les conditions de travail se sont plutôt améliorées. Et dans le même temps, on a le sentiment que les conditions subjectives de travail se détériorent. Quand vous demandez à des gens comment ça va, souvent vous avez les épaules s'effondrent, etc. Ils disent ça va. Alors, ils disent vraiment ça va, mais en même temps ça va pas. Et c'est ça que je voudrais essayer de comprendre. La semaine dernière, il y a une grande étude, on en a beaucoup parlé à la radio, etc., qui est tout à fait intéressante. 77% des salariés aiment leur travail. Formidable. Dans quelle société vivons-nous? Et puis en même temps, dans l'étude, ils ajoutent aussi quand même 35% jugent que le travail nuit à leur santé, 40% estiment que le travail se délabre et les délabre, 51% considèrent que les charges de travail sont excessives, 58% disent ne pas avoir le temps de faire correctement leur travail, 44% affirment ressentir des douleurs physiques. C'est énorme comme chiffre. Mais les deux sont vrais. C'est-à-dire que c'est vrai que la plupart des gens aiment leur travail et en même temps ils ont le sentiment que ça ne va pas et que le travail leur fait du mal ou leur travail se change, que ça perd le sens, on ne comprend plus ce qui se passe, que ça produit des collègues qui ont, quand ils ont du travail, du burn-out, l'épuisement professionnel, etc. Alors je voudrais essayer d'abord d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là, et puis illustrer ce qui a été évoqué sur la question du sentiment d'avoir affaire à un univers de plus en plus contradictoire, les psychologues disent paradoxal, c'est-à-dire il faut faire une chose et son contraire, et puis on ne peut pas y échapper, et puis essayer de comprendre pourquoi ce qui est né dans le privé est arrivé dans le public, pour enfin conclure dans le débat avec vous sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. C'est aussi le thème de la table ronde de tout à l'heure. Alors, je voudrais juste donner quelques éléments dans une perspective d'où ça vient, ça. Il se trouve que moi, j'ai commencé mes recherches dans les années 70 en travaillant dans les grandes multinationales de pointe, et j'ai vu ce nouveau modèle arriver, ce qu'on appelle maintenant la révolution managériale, où enfin on allait jouer gagnant-gagnant et remettre l'humain au centre, et où il n'y avait plus d'antagonisme entre le capital et le travail. Vous connaissez cette vieille rengaine marxiste de cette contradiction qui était structurante de nos sociétés, etc. Non, là on allait réconcilier l'homme et l'entreprise, et jouer gagnant-gagnant. Et ces théories, c'est intéressant parce qu'elles sont nées dans les grandes multinationales anglo-saxonnes, surtout dans les technologies de pointe, dans un premier temps, IBM, Xerox, Hewlett-Packard, American Express, puis elles se sont diffusées des grandes entreprises de l'énergie en particulier, et puis les banques, et puis elles ont fait apparaître un arsenal d'outils de gestion, dont on commence et qui sont tous dans le langage anglo-saxon, je vais le dire en français, le management par objectif, l'organisation par projet, l'évaluation individualisée des performances, le management par la qualité, le management par l'excellence, et puis le benchmarking, le ranking, le lean management, etc., etc. Tous ces outils qui se sont présentés comme étant rationnels, pragmatiques, transparents, efficients, pour optimiser les performances à l'intérieur des entreprises. Et puis, donc elles ont été vendues dans le monde entier par des grands cabinets de consultants. À l'époque, c'était les Big Six, puis les Big Five, puis les Big Four. C'est-à-dire, vous les connaissez sans doute, ces noms, vous les avez entendus.
Arthur Andersen, Accenture, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, c'est-à-dire ces grands cabinets de consultants qui vont vendre ce modèle-là aux clients et aux fournisseurs des grandes multinationales, d'abord dans le privé, puis qui vont servir de modèle pour moderniser, je le mets entre guillemets, les entreprises publiques. C'est arrivé en France un peu tard, mais on est un peu plus résistant que les autres. Dans les années 90, France Télécom, la SNCF, la Poste, Pôle emploi, etc. Et puis on le voit aujourd'hui se diffuser dans l'ensemble de l'espace public, avec sous Sarkozy la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui a été totalement transformée par le nouveau gouvernement après Hollande, qui s'appelle la MAP, la modernisation de l'action publique, c'est-à-dire le titre a changé, mais les pratiques ont continué. Et donc on le rencontre en fonction de ses positions dans l'espace de l'économie, on le rencontre plus ou moins tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que peu de personnes ont vu que cette transformation structurelle des rapports sociaux, des modes d'organisation du travail, des pratiques de gestion, accompagner cette nouvelle idéologie dominante qui est l'idéologie gestionnaire, c'est-à-dire il n'y a pas une gestion de droite ou une gestion de gauche, il y a une gestion efficiente ou pas. Et donc c'est une idéologie qui se présente comme totalement non idéologique. Elle se veut être efficace, elle est pour l'optimisation, optimiser le fonctionnement des organisations pour leur permettre de remplir les objectifs qui leur sont fixés. Que ce soit des objectifs humanitaires ou des objectifs de profit, ça m'est égal. Ce qu'il faut, c'est être efficient, efficace, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle est si difficile à convaincre, parce qu'elle n'apparaît pas comme une idéologie, c'est-à-dire une grande vision du monde adossée à des enjeux de pouvoir. Elle apparaît comme quelque chose de totalement pragmatique, rationnel. Il n'y a pas d'idéologie dans la gestion. Il faut être efficient, c'est tout. Alors que, en fait, c'est une idéologie. Et c'est, alors je vais le dire en sociologue, ce sont des théories. D'ailleurs, on a évoqué l'école de Chicago tout à l'heure. Milton Friedman, le grand théoricien de l'économie libérale, ultralibérale, et Gary Becker ou des gens comme ça, qui sont les théoriciens du capital humain, sont exactement issus de la même philosophie, de la même école de pensée, l'école de Chicago. Et cette notion de capital humain, elle est tout à fait intéressante parce que, effectivement, elle déconstruit complètement l'opposition capital-travail. Ces théories du capital humain, c'est l'idée d'avoir une gestion scientifique de l'humain déconnectée de toute considération idéologique. Le capital humain désigne l'ensemble des facultés physiques, morales, intellectuelles, relationnelles, que les salariés peuvent mettre en vente sur le marché du travail. Selon cette théorie, chaque individu est en lui-même un capital qu'il peut valoriser par sa formation initiale, son expérience professionnelle, sa carrière, le soin apporté à sa santé. Vous devez être performant dans tous les registres. Le registre intellectuel, le registre physique, le registre sexuel, le registre affectif, bon père, bonne mère, bonne épouse, bonne amante, bonne professionnelle, etc. Et puis en plus de ça, quand il vous reste du temps, il faut faire du jogging pour garder son corps, etc. Et puis on met des bracelets et tout ça pour mesurer sa performance, etc. C'est-à-dire qu'il faut voir cette idéologie managériale née dans le secteur de l'entreprise, s'est diffusée dans l'ensemble de la société, au cœur de la famille, au cœur de ce qui a été évoqué de cette... Il faut se rendre performant. Et donc le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. C'est-à-dire qu'on a tous peu ou prou intériorisé cette exigence capitaliste de devenir entrepreneur de soi et de développer ses potentialités et de traiter l'individualité comme on traite le capital, c'est-à-dire pour le faire fructifier. Alors, ça s'est joué effectivement par une transformation des modes de pouvoir. Ça vient d'être évoqué, j'en dirai juste un mot. Michel Foucault, un grand philosophe, disait que
le modèle disciplinaire, ce qu'on a, en fait, qui dans l'entreprise reste dans nos mémoires comme le taylorisme, lié au capitalisme industriel, qui mettait en place un pouvoir hiérarchique, pyramidal et disciplinaire. Et Foucault disait la discipline, c'est pour rendre les corps utiles, dociles et productifs. C'est pour une bonne part comme force productive que le corps est investi de rapports de pouvoir et de domination. Le corps ne devient force utile que s'il est à la fois corps productif et corps assujetti. C'est-à-dire la pointeuse, ce que décrit formidablement Charlie Chaplin dans les temps modernes, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre le corps et l'attacher à la machine, et puis on va mesurer le nombre de pièces qui sont produites, etc. Ce qu'il faut comprendre avec cette révolution managériale, c'est que l'objet du pouvoir n'est plus seulement le corps, ou principalement le corps. C'est la psyché. Les psychanalystes disent l'énergie libidinale qu'il faut transformer en force de travail. C'est-à-dire que ça ne fonctionne plus à la discipline. On ne vous dit plus ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. On vous donne des objectifs et vous démerdez pour les remplir. C'est un contrat narcissique, c'est-à-dire que vous avez intériorisé l'idée que pour être reconnu, pour pouvoir être satisfait au travail, il faut investir sur la mobilisation subjective, etc. Et on vous dit que vous êtes autonome, et c'est vrai, c'est-à-dire que vous n'êtes pas surveillé avec un chef qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en permanence, mais en même temps vous êtes en permanence mobilisé subjectivement par rapport à des objectifs de travail. C'est donc la psyché qui doit devenir utile, docile et productive. C'est pour une bonne... Je reprends la citation de Foucault, et je change corps par psyché. C'est pour une bonne part comme énergie productive que la psyché est investie de rapports de pouvoir et de domination. La psyché ne devient force utile que si elle est à la fois énergie productive et énergie assujettie. Une des conséquences de cette transformation en termes de pouvoir, peut-être que Dominique l'abordera, c'est que avant la question de la santé, c'était essentiellement la santé du corps, les maladies professionnelles. Aujourd'hui, la question de la santé, c'est des troubles somatiques et psychosomatiques qui touchent à la psyché, qui touchent au mental. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de maladies professionnelles, mais ça veut dire que ce mal-être que tout le monde vit peu ou prou, une fois qu'il est confronté à ces nouvelles formes de management, il est ressenti beaucoup plus au niveau psychologique. Et en fait, pourquoi? Parce que ce qui est en jeu, c'est le désir et l'angoisse. Ça explique d'ailleurs, ce que je disais, le contrat narcissique, c'est quoi? C'est l'idée que vous allez vous réaliser dans le travail. C'est pour ça que les gens disent qu'ils aiment le travail, parce qu'ils savent très bien aujourd'hui que pour avoir une existence sociale et pour pouvoir développer ses potentialités, etc., si on n'a pas de travail, au sens d'activité, mais aussi les ressources qui l'accompagnent, en termes de salaire, de rémunération, d'organisation, de moyens, etc., ben on est rien. C'est ça, un des drames du chômage, c'est pas seulement la difficulté objective dans laquelle on se retrouve, c'est aussi la difficulté subjective d'avoir le sentiment qu'on est responsable du fait qu'on est au chômage, qu'on s'en sent coupable, et donc si je suis au chômage, c'est parce que j'ai pas su développer correctement mes potentialités pour devenir un individu employable. Et si vous n'êtes pas un individu employable, vous ne pouvez vous en prendre que vous-même, qu'à vous-même, parce que vous êtes trop formé, ou pas assez formé. Vous avez fait de l'histoire de l'art alors qu'il fallait faire de l'informatique, ou de la sociologie, malheureux, pour faire de la sociologie, faites une belle école de commerce, comme ça. Alors ça change quoi ça? Juste, c'est qu'avant on demandait aux travailleurs d'être soumis et obéissants, et maintenant on lui demande d'être entreprenant. La maîtrise technique ne suffit plus pour être reconnu comme compétent, d'autres qualités comportementales sont attendues, sans qu'on puisse d'ailleurs les définir très clairement, ces qualités-là. Quand il s'agissait du faire, ça on sait, ceux qui savent faire, ceux qui ne savent pas faire, et comment faire, et donc comment former les gens pour qu'ils sachent faire. Quand c'est du savoir-être, ça devient, c'est l'affaire des psys en plus, et on sait très bien les psys. Bon. Donc, un deuxième changement, c'est que les salariés deviennent responsables des résultats. L'employé ne doit plus seulement se conformer aux règles du métier, mais aller au-delà de la simple mise en œuvre de moyens pour remplir les objectifs qui lui sont fixés.
Et donc à la soumission à l'autorité et au respect des normes qui caractérisaient l'ordre hiérarchique pyramidal taylorien, se substitue une double exigence d'autonomie et de responsabilité. Le salarié est invité à prendre des initiatives. You must be, vous devez être un riscophile et pas des riscophobes. Et vous, les fonctionnaires, d'ailleurs, on sait très bien, les fonctionnaires, c'est des riscophobes, ils ne veulent pas prendre de risques, etc. Aujourd'hui, il faut prendre des risques. C'est pas très bien non plus ce que ça veut dire, parce que c'était Antoine Ernest Sellière qui disait ça, lui, grand capitaliste, par rapport au travailleur qui va perdre son emploi, la notion de risque n'est pas tout à fait de même nature. Mais en même temps, c'est l'introduction de tous ces outils de gestion, et l'introduction en particulier de l'évaluation par les résultats, l'évaluation individualisée des performances, c'est-à-dire on vous donne des objectifs et puis vous êtes responsable sur la façon de les remplir, et donc si vous n'arrivez pas à les remplir, c'est pour votre pomme, et donc on est passé de la culture de moyens à la culture de résultats. Et la culture de moyens est totalement dévalorisée, c'est la CGT corporatiste qui ne pense qu'à accroître les moyens comme ça, les salaires, les effectifs, etc., alors que l'heure est justement l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut faire plus avec moins, et c'est ça la performance. Donc vous n'avez pas intériorisé la culture de la haute performance, donc ne vous étonnez pas si vous êtes en échec. J'ai mis tout ça entre guillemets. Et donc vous êtes invité à gérer votre carrière comme un entrepreneur. Mobilité, adaptabilité, employabilité, flexibilité deviennent les maîtres mots de cette révolution managériale. Vous devez gérer votre portefeuille de compétences, acquérir les nouvelles techniques nécessaires à votre activité, être partie prenante de votre formation, apprendre à gérer vos potentialités, devenir l'entrepreneur de votre propre existence. D'où la mobilisation subjective. C'est-à-dire, vous devez mobiliser en permanence votre subjectivité pour répondre à ces exigences d'autonomie et de responsabilité. Et donc, ces savoir-être ont effectivement des effets paradoxaux. Il est difficile de ne pas soutenir un management qui préfère l'adhésion spontanée à l'obéissance imposée, la mobilisation psychique au contrôle hiérarchique, la motivation personnelle à la surveillance disciplinaire. La mobilité vaut mieux que l'enfermement dans un cadre rigide. La flexibilité permet d'échapper à la routine qui ankylose. L'adaptabilité favorise le dynamisme et la créativité. Mais il y a une autre face à cette transformation managériale, c'est que la mobilité met le travailleur dans une insécurité croissante. La flexibilité déstructure les points de repère. L'autonomie est en partie un leurre, parce qu'elle ne vaut que si les objectifs sont atteints, si le salarié se conforme aux attentes de l'entreprise et se moule dans ses prescriptions. Et la question du décalage entre le management de prescription, entre la prescription et le travail réel, devient un des problèmes centraux de cette révolution managériale.